des risques, sachant que le Mali est présenté comme un pays où on laisse faire le marché? Oui, bon, vous avez vous-même les réponses à votre question, en partie quoi. Parce que je ne veux pas dire. Non, je vais dire que si on laisse faire le marché, je dis que le Mali, si on subventionne en ordinaire, alors qu'on laisse faire le marché. Justement, le marché peut ne pas être favorable aux consommateurs à un moment donné, si on le laisse totalement libre. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour la gestion de l'après? Parce que vous avez constaté qu'il y a eu dans presque tous les pays environnants et d'un pays du centre des manifestations parfois violentes qui ont conduit à des morts d'hommes sur la question du prix des denrées de première nécessité. Le Mali n'a pas connu ces soubresauts. Parce que très tôt, on a vu avec les syndicats, les différents partenaires sociaux, pour mettre une espèce de conseil national de surveillance des prix et de suivi, avec les syndicats, le patronat et l'administration et les consommateurs. Ça a permis de les rassurer. Deuxièmement, on a mis en place de l'exonération pour pouvoir faire en sorte que le riz soit relativement accessible au maximum de Maliens. Bon, ensuite, on s'est dit dans notre entendement que cette exonération était sur 2 mois seulement, jusqu'au mois d'octobre. Mais moi, bon, il y en a, mon cabinet peut en témoigner, je peux vous le dire, je crois qu'une bonne partie de mes cheveux blancs sont venus de là. Non, vous êtes arrivé à vous le dire, parce que pas beaucoup, hein. vous savez, quand moi je suis arrivé, c'est l'année où il y avait une espèce de transfert entre la CMDT gouvernement et l'association des producteurs pour le traitement et l'achat des engrais, parce que l'État devait sortir de plus en plus pour que ce soit l'intersyndical professionnel qui fasse le travail. L'intersyndical professionnel, quelle est sa capacité financière? Quelle est la banque qui va donner une garantie pour l'intersyndical professionnel? Donc, on s'est trouvé dans une situation où, parce que quand on veut acheter les engrais, il faut les acheter lancer les appels d'octobre-novembre, pour l'année d'après. Là, vous avez les meilleurs prix. Mais si vous dépassez ça, vous payez au prix le plus élevé. Or, il s'est trouvé que la commission qui devait faire ça n'était pas mise en place et l'État n'était pas arrivé à déterminer ce qu'il allait faire avec ça. Je peux vous dire pourquoi mes cheveux blancs, parce qu'on a dépassé toute cette période-là sans trouver des solutions et que la campagne approchait et que moi je risquais d'être le premier ministre du Mali avec qui même la campagne cotonnière n'aurait pas pu démarrer. Parce que nous avons trouvé 17 milliards de stocks report d'engrais. Donc les banques étaient prises là, les opérateurs économiques étaient là. D'ailleurs, si vous vous souvenez, à l'époque, il y a un opérateur économique qui a saisi une partie des exportations de coton au port d'Abidjan pour défaut de paiement de la CNTT. Ça m'a donné des sueurs froides. On a fait tout ce qu'on veut. Je ne sais pas par quel machin je suis passé en saisissant des gens à Abidjan jusqu'en Afrique du Sud, en mettant en branle tout pour qu'on puisse trouver la solution. Donc, heureusement pour moi, on a pu trouver la solution à temps pour que les engrais puissent venir et que les gens puissent travailler avec ça. Alors, donc, la mise sur le marché est un aspect qui est important. L'exonération est un aspect qui est important. J'ai vu qu'on a dit, ah oui, d'accord, vous avez fait l'initiative, mais pourquoi vous avez exonéré en 2008? Mais si vous semez en 2008, vous semez vers le mois de juillet, vous ne récoltez que vers novembre. Donc, de janvier à octobre-novembre, la récolte, les Maliens vont vivre de quoi? Donc, c'est pourquoi on arrête l'exonération au mois d'octobre. La première année, l'exonération était très forte, puisqu'on était complètement en crise. C'était une crise alimentaire mondiale. La deuxième année, l'exonération a été moins forte, mais ça fait l'objet de grosses discussions. Parce qu'il y avait des craintes avec tout ce qu'on a dit autour de l'initiative riz, alors que le riz était présent, parce qu'on l'a trouvé sur les différents marchés. Mais je peux vous dire qu'en 2010, il n'y a pas eu d'exonération au Mali sur le riz, en 2010, parce que la production était suffisante. Il y a eu quelqu'un seulement qui a pu faire une opération d'exonération en 2010, qui était en fait un problème de régularisation entre lui, les services qui donnent l'autorisation et les douanes, par rapport à son achat qui a été fait en 2010. Et en 2010, il n'y a eu aucun octroi d'exonération. Et ces exonérations aussi étaient données par des commissions, par des sortes qu'on ne choisissait pas. Il fallait que les gens fassent leurs propositions. Donc on n'a pas donné d'exonération. L'exonération, en fait, est un levier pour jouer sur le marché, pour jouer sur le prix à la consommation, pour qu'on puisse permettre au maximum de gens d'accéder à ça. En 2010, par exemple, il n'y en a pas eu d'exonération.
Donc c'est un peu en fonction de la disponibilité et du coût sur le marché. Mais moi je suis convaincu que la meilleure façon d'être une puissance agricole, c'est que le producteur soit rémunéré à un bon prix. S'il a un bon prix, il n'y a aucun problème. Ils vont faire le nécessaire. Ce qui m'emmène à clore ce volet et à ouvrir un autre volet. Modibo est le mieux placé pour nous éclairer sur ce qui est arrivé à Modibo Sidibé le lendemain du coup d'État. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce qu'on a lu beaucoup de choses. On a lu que vous vous êtes fait tabasser à 2 reprises par les gens de la junte de Sanogo, on va citer les noms. On ne va pas se cacher derrière les grandes phrases. Donc, aujourd'hui, pour la première fois, moi je vous ai en face de moi. Vous êtes appelé Premier ministre à vie, donc vous représentez une institution. Qu'est-ce qui vous est arrivé concrètement au lendemain du coup d'État en mars 2012? Et je vais vous dire ce qui est arrivé, puisqu'on a dit énormément de choses. Moi, je n'ai même pas entendu la déclaration du coup d'État, puisque j'ai été arrêté vers 1h, 2h du matin. Et puis la déclaration est passée sur les antennes à partir de 4h du matin ou 5h du matin. Je ne l'ai pas entendu. Vers 1h30, 2h du matin, bien avant, 1 heure de temps avant, 2 heures, des gens m'ont appelé. Ils m'ont dit, il faut faire attention, on entend des rumeurs, on entend des choses, ils pensent qu'on va vous arrêter. Donc il faut prendre des précautions, il faut sortir de chez vous. Je dis, je ne sors pas de chez moi. Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un voleur. Je ne le dis pas. Advienne que pourra. Une personne, même de l'étranger, m'a appelé. J'ai dit, je ne partirai pas. Vers 1h30, 2h du matin, j'ai entendu des coups de feu dans la rue, j'étais en haut. J'ai regardé, vous voyez des soldats sauter des véhicules, ont tiré en haut. Et donc, j'ai pris mes chaussures, j'entendais boum 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 à la porte. Ma nièce, une de mes nièces était là, toute apeurée devant la porte, etc. Ils étaient en train de cogner, de casser un vitre et tout. Je leur ai dit, arrêtez, j'ai ouvert. J'ai même entendu un de ceux qui venaient, arrêtez, arrêtez, le général est là, il va lui-même. Non, 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 bon, bon, bon. J'ai ouvert la porte, il dit, qu'est-ce que nous sommes venus vous chercher? J'ai dit, allons-y. Je suis parti comme ça. Mais qu'est-ce qu'on vous reprochait? J'arrive. Je suis parti comme ça. On nous a emmenés à Kati. J'ai trouvé quelques ministres qui étaient là. Et avant 8h du matin, on nous a fait charger de lieu. J'ai vu d'autres personnes arriver, d'autres parfois qui n'étaient même pas ministres et consorts. On les a vus arriver, etc. Donc, à cette occasion, on a dit que on m'a fait des prises de judo là-bas devant chez moi, qu'on m'a cassé les bras, puis j'ai le nez ceci, j'ai le nez cela. Monsieur, la meilleure réponse à ça, c'est deux choses. Le jour de ma libération, dans l'après-midi, la délégation des religieux, tant musulmans, catholiques et protestants, qui étaient en train de visiter, de demander nos libérations, sont venus nous voir là-bas. Ça a été filmé par la télévision. D'ailleurs, au 1 an du coup d'État, j'ai vu ces images-là passer, tranquillement passées, aucune tuméfaction, mes bras sont là, intacts. C'est vrai que vous êtes beau gosse, bien habillé. Merci, merci, c'est gentil à vous. Et quand je suis arrivé chez moi, je ne sais pas comment la nouvelle de ma libération a été faite, j'ai trouvé un monde fou. Je ne sais même pas comment j'ai fait entre la sortie de la voiture où j'étais et entrer chez moi. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Donc tout ce monde-là aussi a pu tâter, parce qu'on me tenait de tous les côtés, a pu constater que je n'avais absolument rien, ni bras cassés, ni que ça, par la grâce d'Allah. Voilà ce qu'on est venu me dire. On est venu me dire, de la part de la junte, qu'ils avaient des informations comme quoi ma sécurité était en danger, que vraiment ils regrettent, ils vont me conduire à la maison, etc. Je dis bien, d'accord. Mais il y a les autres quand même. D'accord. On est parti comme ça. On ne vous reproche rien. On est parti comme ça. Voilà ce qu'on m'a dit et je suis rentré chez moi. La seconde fois, c'était le 6 avril. Si vous vous souvenez, c'est le jour où le Vendela a fait sa fameuse déclaration d'indépendance. Ce jour-là, j'ai fait paraître une tribune dans 2-3 jours de Bamako, intitulée Mali indivisible. J'ai paru le matin. À 16h, on est venu m'interpeller chez moi. Encore une fois, on nous a suivis, parti à Katina. Ceux qui étaient là-bas pensaient que j'allais venir leur rendre visite d'ailleurs, mais ils ont constaté que c'était pour là. Moi, donc, en habitude des lieux, j'ai retrouvé rapidement le lit que j'occupais avant de partir. Et donc, j'avais déjà levé mon boubou et gardé mon cookie. Je me suis préparé, j'ai fait ma prière du Maghrib. Et à peine fini, je vois
un officier est venu me voir pour me dire qu'il veut éviter les amalgames, comme ce qui s'est passé avec Tindem Dramé, parce que je crois que lui aussi, on a essayé de le toucher vers l'ambassade, vers l'Assemblée nationale. Je n'ai pas eu le fin mot de l'histoire, que c'était pour ma sécurité, encore une fois, et que vraiment, en tant que je peux rentrer, mais que désormais, je suis responsable de ma sécurité. D'accord? Pour moi, même les autorités de fait, c'est elles qui sont responsables de la sécurité des citoyens. Bien sûr, surtout dans le Premier ministre. Je suis rentré. Ouais. Je suis rentré, c'était le 6 avril, 10 jours après, le 16 avril dans la nuit, quelqu'un m'appelle, il semble qu'il y ait quelque chose encore. Il faut partir. Mais je ne vais pas partir. Il y avait des amis qui étaient là, tout le monde est parti, j'étais là avec mon épouse, je me suis dit, ça n'a pas été. Ils sont encore venus, certains étaient cagoulés, des armes et consorts, de l'essuie. Laissez-moi finir de m'habiller, je les ai suivis. On est parti de nouveau à Kati. On a été ce soir là près d'une vingtaine de personnes interpellées jusqu'à la matinée, y compris les maîtres de tapeau, l'acteur des affaires étrangères. C'est là, je crois, que M. Sissi a eu quelques problèmes, etc., de santé, etc. Donc on nous a gardés. Oui, la Sissi, on entend bien. Oui, on a gardé pendant 3 jours. Et puis le 3e jour, dans l'après-midi, on est venu nous dire qu'il y a une équipe d'enquêteurs qui va venir, qui vont prendre les informations d'identité, etc. Et qu'il est probable qu'on rentre ce soir-là chez nous. Donc quand je suis venu, il était très, très correct. Celui qui voulait prendre l'enseignement d'identité. Mais il m'a dit que ce n'était pas mon tour, parce que moi je dois passer en dernier, parce que pour moi il s'agit d'une audition. Je dis, bon, si c'est une audition, moi je ne parlerai pas en l'absence de mon avocat. Ce qu'ils ont correctement acté. Et donc j'ai eu droit au renseignement d'identité comme les autres. Et donc c'est comme ça qu'on nous a tous relâchés ce soir-là, mais en nous mettant dans un grand car pour faire le tour de tous les domiciles, et chacun remettait son passeport diplomatique. J'ai appelé mon ancien attaché qui avait mon passeport pour qu'ils aillent. Parce que pour la petite histoire, moi, la première fois, tous mes téléphones avaient disparu. La seconde fois, j'étais parti sans téléphone. J'étais crié comme ils disent, mais j'ai un scellé là. J'ai dit, mais quel scellé? Au moins des scellés, je n'ai rien déclaré. Au nom des téléphones, des téléphones. C'est là que je me suis rendu compte qu'ils ont pris tous les téléphones de la maison. Quand moi, je suis tourné le dos pour descendre avec eux, ils ont demandé à mon époux tous les téléphones de la maison, ses téléphones et mes téléphones. Donc, c'était 5 téléphones à peu près qui m'ont rendu. Et on m'a donc remis les passeports. Depuis ce jour-là, la date d'aujourd'hui, je n'ai plus revu mon passeport diplomatique. Donc, on est resté comme ça. Et puis, il y a eu cette histoire au sein de l'armée. Et les jours qui ont suivi, on a eu encore une 4e tentative d'interpellation. Moi, j'avais fini par suivre ceux qui me conseillaient de prendre un certain nombre de précautions. Certains voulaient que je sorte du pays, mais j'ai dit, moi, je ne sors pas du pays. Je ne sors pas. Mais je vais prendre des précautions pour préserver ma sécurité. Depuis lors, je n'ai plus vécu dans mon domicile. Mon épouse n'y était plus, mais les enfants non plus. Les enfants étaient chez les parents. Mon épouse était ailleurs, et moi-même, j'ai pris des précautions. J'étais presque comme un déplacé. Et ce n'est qu'en février dernier, vers la mi-février, qu'après évaluation un peu de la situation, j'ai décidé de revenir chez moi. Les menaces, en tout cas, existaient encore, mais n'étaient pas de la même ampleur qu'il y a quelques mois. Donc, je suis revenu. Voilà ce que je sais de mes différentes interpellations. Je n'ai jamais fait l'objet de services corporels, si ce n'est ces interpellations successives qui, pour moi, n'avaient pas de fondement. Et en même temps, ça a été accompagné d'une grosse campagne de calomnie. Grosse campagne de calomnie. Allez savoir pourquoi. Vous avez pris la carte de résident de Kati, parce que 4 fois en une année, moi j'ai jamais été à Kati par exemple. Non, j'ai jamais été à Kati. J'ai jamais été à Kati. Moi, ça me faisait plaisir d'aller à Kati, vous savez pourquoi? Non. Mon père était un officier de l'armée française. Il était enfant de troupes, donc il a géré les enfants de troupes à Kati. À un moment même, il était là-bas. Il faisait les allées et venues.
Alors, il a gardé ses habitudes et les beaux moments que j'ai passés avec lui quand j'étais jeune. Le dimanche, j'attendais fermement, je sortais avec lui. On allait à Kati. C'est peut-être pour Il ça. aimait aller à Kati, et donc acheter la viande, les trucs à Kati, au marché de Kati. Et il y avait toujours une friandise pour moi, et puis on rentrait, quoi. Et donc c'est ça Kati pour moi. Et ensuite, la deuxième fois, les souvenirs que j'ai de Kati, c'est là-bas que j'ai fait ma formation commune de base. Vous savez qu'à un moment donné, la police était militarisée. Donc mes formations communes de base, je les ai faites à Kati. Donc voilà les souvenirs que j'ai de Kati. Et donc, pour enchaîner dans le même esprit, votre déplacement à Paris a été reporté d'une semaine. Il se raconte que votre passeport aurait été confisqué. Si oui, c'est par qui et pourquoi? Je viens de vous indiquer que lors de ma troisième interpellation, mon passeport a été remis et on l'a plus retrouvé. Et vous vous souvenez que c'était le 16 avril au soir et que c'est le lendemain que le gouvernement de Cheikh Modibo Diarra a été désigné comme Premier ministre, le chef du gouvernement. Il m'a semblé qu'il a fait de son mieux pour la libération des gens qui étaient détenus chez la ministre. Maintenant, le passeport a été détenu. Moi, j'ai écrit il y a 2 mois au ministre de la Sécurité intérieure pour lui demander que dans telles conditions, mon passeport a été retenu par les services de police et que j'aimerais bien qu'on me le restitue. Et dans tous les cas, on acte que de ce jour jusqu'à la date d'aujourd'hui, mon passeport n'était pas sous mon contrôle. C'était pour dégager ma responsabilité de toute utilisation ou de tout usage de ce passeport. D'autant plus qu'il comprenait un visa pour les États-Unis. Donc, ça a duré des semaines, et comme je savais que je devais me déplacer, j'ai écrit au président de la République par téléphone pour lui demander de me délivrer un passeport parce que j'ai perdu mon passeport diplomatique. Donc, mon premier voyage a été reporté parce que je n'ai reçu la réponse que la veille de mon déplacement et qu'on m'a délivré la veille de mon déplacement. Il n'était plus possible d'avoir un visa de quelque ambassade que ce soit. Donc d'ailleurs, c'est une chance que je sois là, parce que le passeport obtenu, on ne le déposait que lundi. Et déposer lundi, il faut 6 à 7 jours pour avoir un visa Schengen. Donc on peut retenir que votre déplacement sur Paris n'a pas été reporté pour cause de passeport confisqué, mais plutôt pour des raisons administratives dues à l'État du Mali. Disons que c'était des difficultés relatives à mon document de voyage. Si j'avais dans le passeport qui m'avait été confisqué, il m'était rendu, il n'y avait aucun problème. J'allais avoir suffisamment de temps pour faire mon visa. Maintenant que je ne l'ai pas, à la date d'aujourd'hui, je ne l'ai pas en possession. D'accord. Donc, j'ai été obligé de demander un nouveau passeport auprès du président de la République. Parce que les premiers ministres, les anciens premiers ministres, selon la réglementation, ont droit à un passeport diplomatique. Mais pour l'établir, il faut faire passer la demande par le président de la République. C'est ce que nous avons fait. Et ce n'est qu'au bout du 14e jour qu'on a eu le passeport. Donc c'était difficile de faire le visa. Et là, aujourd'hui, j'étais obligé de renoncer à aller à Bruxelles parce que finalement, je ne pouvais pas avoir de visa Schengen suffisamment de temps. Et on m'a délivré, au consulat français, je la remercie, un visa pour le territoire français et pour 15 jours. C'est pour ça que j'ai intérêt à répartir. C'est pour ça que vous en profitez. Parce que c'est rare qu'un politique vienne et qu'il reste autant de temps. Mais en même temps, c'est de la chance pour nous, parce que sinon, je ne vous aurais pas eu si vous étiez retourné au bout d'une semaine. Et moi, j'ai plaisir de vous rencontrer, de vous découvrir, après avoir entendu parler de vous. Donc, c'est bien. Ben, c'est un plaisir. Donc maintenant, on va parler de votre parti, parce que le phare, c'est la question phare de l'interview, sans faire de jeu de mots. Pourquoi vous n'êtes pas resté à l'ADEMA et qu'est-ce que le phare va apporter de nouveau au microcosmos politique malien qui n'existe déjà avec plus de 100 partis? Et déjà à l'ADEMA. On ne peut pas. Justement, c'est vrai, c'est pour ça que je vous ai dit bienvenue dans la politique politicienne, parce que je ne vous ai jamais connu en tant que militant, mais vous n'aurez pas pu occuper les postes que vous avez occupés si quelque part la demande n'était pas d'accord avec ça. Renseignez-vous. Je vais vous dire simplement. Vous êtes la meilleure personne pour nous renseigner. Non, je vais vous le dire. Quand j'entrais dans le gouvernement du président Konaré, je n'étais ni sympathisant, ni membre de la Ligue. À l'époque, j'étais sous le statut de la police.
L'adhésion à un parti politique m'était interdite. Donc je ne pouvais pas militer dans un parti politique. Et vous remarquerez que toute la période, je n'ai assisté à aucune activité d'un parti politique, quel qu'il soit. Même les partis qui faisaient partie de la majorité, qui soutenaient, je n'ai pas participé pour ne pas créer de confusion. Parce que mon statut me l'interdit. D'être dans un parti, mais pas d'être au service de mon pays dans un gouvernement. Ça, j'entends bien, mais ce que je voulais souligner, c'est que l'ADEMA était tellement fort et toujours tellement fort que ce n'est pas possible que vous ayez occupé tous ces postes si vous n'étiez pas en adéquation, pas forcément milité, parce que réellement, aucun Malien ne pourrait dire que vous avez milité. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début, bienvenue dans la politique politicienne, parce que vous ne le faisiez pas avant. Maintenant, bon, on va passer sur ça. Qu'est-ce que le phare va nous apporter, plus que la centaine, sinon plus de partis, n'apporte déjà? Vous savez bien comme moi que sur la centaine de partis, il y a très peu qui fonctionnent. Ça, c'est deux. Et parmi ces peu qui fonctionnent, quels sont ceux qui véritablement le font comme devrait être un parti politique? Parce que le parti politique est indispensable à la démocratie. Maintenant, quel parti politique? Nous, avant le 22, et je constatais quand j'étais membre du gouvernement, je parlais de l'ADEMA, mais quand nous partons en concertation régionale, qui était demandée parce que le pays était dans une position de crise, les gens ne comprenaient pas la question du Nord, les gens ne comprenaient pas la décentralisation, les gens ne comprenaient pas la problématique de l'intégration, les gens ne comprenaient pas pourquoi l'éducation doit évoluer et pourquoi on doit supprimer les bourses dans les secondes. Et vous savez quel était le poids de l'AMA à l'époque. Je dirigeais une des équipes comprenant un autre ministre et d'autres équipes d'experts. Et j'avais celle de la région de Caï, Kidal, Sikasso, la commune 5 et la commune 6. Pour aller pendant 24 heures, 48 heures, discuter avec les représentants de toutes ces régions, de tous les secteurs, toutes catégories confondues, sur ces différentes problématiques-là. Mais la veille de notre départ, c'est l'ADEMA qui s'est fendu d'un communiqué pour condamner les concertations régionales, pour condamner l'idée qu'il puisse y avoir d'autres débats qu'en dehors de l'Assemblée nationale, etc. Pourtant, c'est le gouvernement ADEMA. Bien sûr. N'est-ce pas? Et ces concertations ont quand même été bénéfiques pour notre pays. Bénéfiques pour notre pays. Donc c'est pour vous dire que l'assertion selon laquelle des membres d'un parti politique, ça aussi, c'est réel. Donc par conséquent, voilà ce que je peux vous dire. Maintenant les phares. Nous avons considéré qu'après analyse de toute cette situation, parce que nous n'avons pas exclu qu'on était peut-être candidat indépendant, mais nous avons discuté avec tous les mouvements et associations, nous avons discuté avec tous les partis politiques qui ont décidé de venir avec nous, nous avons discuté avec d'autres partis qui n'ont pas voulu venir. Mais notre idée, c'était que notre pays a besoin de l'émergence d'un nouveau pôle politique. Et que nous pouvons être, avec le mouvement, porteurs de ce pôle politique. Et ce pôle politique, nous voulons qu'il émerge de la lutte, du compagnonnage qu'on allait avoir, des valeurs qu'on allait partager, des principes, pour qu'enfin avoir un véritable parti de militants fondés sur des idéaux, où les courants de pensée sont admis, parce que c'est la vitalité du parti, c'est la vitalité de la réflexion, où ce sont des équipes qui se succèdent, donc intergénérationnelles, pour faire un vrai travail pour notre pays, avoir de vrais projets, se battre pour ça, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans l'opposition. Voilà. Mais nous pensons que dans cette dynamique, allait se forger ces camaraderies, ces compagnonnages, allait se forger les adhésions à cela. Et nous n'avons pas exclu un parti politique à l'issue de l'élection présidentielle. Mais comme ça a été interrompu, nous nous sommes dit, après multiples réflexions, qu'il faut peut-être, au lieu d'attendre l'issue de la bataille, peut-être ramener la création à cet état. Mais nous voulons le faire sur la base des manifestes. Il ne faut pas prendre un parti, le créer comme ça. Non, il faut qu'un manifeste déclare très clairement ce que nous voulons faire. Notre conception du parti politique, notre conception de la politique, notre conception et notre vénération des citoyens et notre volonté de rassembler les patriotes, les républicains, les démocrates autour d'idéaux
qui sont porteurs pour notre pays, qui sont porteurs d'avenir pour notre pays. Voilà notre démarche, avec les phares. Et nous ne désespérons pas qu'on puisse trouver, parce que j'ai vu l'autre jour, il y a Koniba Sidibé qui a créé un parti, mais de ce qu'il a dit autour de la création, on se retrouve, on partage les mêmes valeurs. Peut-être avec d'autres encore, on va partager les mêmes valeurs. Et il serait bon que nous nous retrouvions dans des plateformes larges, des rassemblements forts. Mais je dis bien des patriotes, des républicains, des démocrates. Je dis bien. Et par conséquent, de pouvoir avoir un grand rassemblement. Voilà l'idée un peu des phares. Ça ne viendra pas comme ça. Pour l'instant, j'ai demandé à tout le monde, quel qu'il soit, de pouvoir intégrer ces valeurs-là. Ça ne va pas être facile, mais de les intégrer, de ne penser qu'au Mali, de ne parler que du Mali, de ne mobiliser qu'autour du Mali, de ne mobiliser que pour le Mali. Si on est d'accord sur cette base-là, et qu'on est d'accord sur la République et la démocratie, et la nécessité de l'émergence d'un citoyen actif et non pas passif, moteur de la République et de la démocratie, là on a des chances d'aller plus loin, de faire en sorte que le Mali fasse de grandes enjambées encore, solides et durables. C'est pour ça que nous avons la vision Mali 2030. C'est pour ça aussi le jeu de mots des phares, force alternative pour le renouveau et l'émergence. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Il n'y a pas de bon vent pour quelque bateau que ce soit si vous connaissez le reste. Voilà. Si vous êtes élu en juillet, est-ce que vous êtes sûr de disposer de votre passeport comme vous le voulez? Quand je serai si vous avez la chance d'être élu en juillet, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir disposer de votre passeport comme vous le voulez? Mais je dispose déjà d'un passeport. Non, mais ce que je vais dire, est-ce que je vais refaire la question? Si vous êtes élu en juillet, est-ce que vous dormirez tranquillement sans avoir à l'esprit qu'on pourrait venir vous chercher en cassant une vitre, en effrayant votre nièce, en prenant les 5 téléphones? Je le crois. Je le crois parce que je suis fortement républicain et démocrate. Mais au-delà de la croyance, j'arrive. Les Maliens ont un champ à faire. C'est pour mettre en place une autorité légitime et forte. Le président de la République est le chef suprême des armées. sauf dans le cas du Mali, il me semble. Et pas dans le cas du Mali, il est le chef suprême des armées. C'est discutable au Mali. Dans les textes, dans les lois. Oui, mais dans les faits, il faut assumer les pouvoirs qu'on a. Et moi, j'entends, si les Maliens me faisaient confiance, d'assumer tous mes pouvoirs. Tous les pouvoirs du président de la République. De garant de l'intégrité du territoire, de garant de l'unité nationale, de garant de la justice, de garant d'une bonne administration, de garant de l'égalité des citoyens, de garant de l'apparition du mérite et du sens de l'effort. Je serai tout cela et je serai chef suprême des armées. Et comment vous faites dans votre enfance, quelqu'un, enfin, admettons, c'est juste théorique, dans l'enfance, j'arrive à vous battre, je vous prends vos bonbons, je vous prends votre ballon, et tout d'un coup on devient grand. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez retourner la tendance? Serez-vous vraiment grand que vous allez faire la dispute pour les bonbons, les ceci, les cela? Non, mais c'est ça. Et qu'on va recourir à la bataille, à la guerre pour résoudre les problèmes? Les Maliens seront garants. Ce que je sens, c'est les citoyens maliens. Le premier rempart de la République et de la démocratie, ce sont les citoyens. Les Maliens ne vont pas vivre les affres qu'on a vécues pour laisser qui que ce soit non seulement hypothéquer la sincérité du vote des Maliens, mais aussi hypothéquer ceux qui se sont choisis comme autorités pour les conduire dans les situations aussi difficiles que nous vivons. Les Maliens ne laisseront pas faire ça. Dans tous les cas, si j'avais la confiance de mes compatriotes, je vous l'ai dit tout de suite, j'entends assumer pleinement toutes les obligations. Monsieur Modibo Sidibé, vous allez m'excuser parce que moi je prends un peu le pouls. C'est que je donne pas c'est pas mon opinion propre. D'ailleurs, j'ai pas d'opinion publique. Bien sûr. Quand je prends le pouls de la population, en tout cas la population intellectuelle à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux, les gens n'ont pas confiance au président qui va arriver. Les gens pensent que le président qui va sortir des urnes en jouer, ce sera un pantin pour paraphraser les gens.
il ne pourra rien faire parce qu'il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de tout le monde. Autrefois, la colline la plus élevée de Bamako, c'était Koulouba, comment Bambara Koulouba. Aujourd'hui, la colline la plus élevée, c'est Kati. Comment vous allez niveler si vous êtes élu président en juillet? Monsieur Dia, je ne fais pas de nivellement par le bas. La plus haute, c'est la colline de Koulouba. Et c'est celle qui restera en haut, pas une autre. Et sera nivellée avec quelque autre colline que ce soit. Ce sera le centre du pouvoir, ce sera là où va résider et partir de là-bas celui qui incarne la nation malienne. Il n'y aura pas autre chose. Vous vous rappelez, il y a à peu près un an environ, il y a un monsieur qui habitait en face de cet hôtel-là, l'hôtel Pullman, qui s'appelle monsieur Dionkunda Traoré. Dans ce palais Koulouba, le palais la colline la plus élevée, il s'est fait battre dans ce qui représente de suprématie en pouvoir malien, dans ce qui représente l'émanation du pouvoir malien, le chef des armées, le président de la République, le chef du gouvernement, ou celui qui nomme en tout cas le chef du gouvernement. Il s'est fait battre dans cet endroit-là, où normalement rien ne devrait pouvoir arriver à un Malien à qui tout le monde a donné sa confiance. Comment vous comptez faire pour pas que ça vous arrive? Moi, c'est ça ma question. Et c'est ça, cette question que tous les Maliens se posent aujourd'hui. Nous étions dans une transition, ce qui est arrivé est quelque chose de grave. Nous avons tous vécu ça de façon meurtrière. C'est cela qui s'est passé. Nous ne le vivrons pas deux fois. Vous avez la foi, il me semble. Ce n'est pas une question de foi. Je ne vais pas entrer dans certaines discussions sur telle ou telle légitimité. Quand les Maliens vont élire quelqu'un, il doit répondre au désir des Maliens. Et les Maliens qui l'ont mis là, pour qu'il assume, parce qu'il n'est pas peut-être le meilleur d'entre eux, mais qu'il assume les missions de conduire les destinées de la nation, seront là aussi avec celui qu'ils ont mis là. Ça, je peux vous l'assurer. Est-ce que ça vous intéresse d'être président du Mali sans Kidal, avec Kidal en main? Et président, on va dire, Modibo Sidibé, président de la République du Mali, moins Kidal. Est-ce que ça vous intéresse? Vous avez déjà ma réponse. Peut-être le président de la République du Mali, moins quelque chose. Aujourd'hui, on a un premier jour de la date fixée par le président de la transition. 1 mois et des poussières. On n'est pas sûr de tenir des élections à Kidal. Est-ce que vous serez quand même candidat si toutefois le premier tour a lieu alors que Kidal est sous emprise du MNLA et d'autres terroristes? Écoutez, je crois que la question est claire. Avec le Mali, tout le monde est d'accord sur l'intégrité territoriale du Mali. Tout le monde est d'accord sur l'exercice plein et entier de la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire. Tout le monde est d'accord que tous les groupes armés doivent descendre. Tout le monde est d'accord sur le principe de la laïcité de l'État. Tout le monde est d'accord sur le principe de la démocratie. Ça, c'est un grand avantage, c'est un grand atout. Pourquoi voulez-vous que les autres reconnaissent l'intégrité et le réaffirment et que nous voulons autre chose? Cela nous satisfait, notre intégrité, et nous avons le battre pour ça. Je le disais dans la tribune que nous avons publiée le 6 avril, que de gré ou de force, le Mali allait recouvrer l'entièreté de son territoire. Aujourd'hui, puisque ce cadre est affirmé et que la commission de négociation a été mise en place, nous devons tous aider cette commission de négociation. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les critiques, nous devons au contraire laisser. Et que, par le dialogue, on puisse trouver une solution à la situation de Kidal. Et je suis heureux que le gouvernement, les échanges qui sont en cours avec beaucoup d'autres personnes ou organisations, devraient permettre une présence administrative du Mali à Kidal et donc permettre qu'il puisse y avoir un vote là. Le gouvernement a fixé la date butoir du 35 juillet. Il parle du 7 juillet. Il y a encore du lourd là-dedans. Mais moi, je crois qu'on doit partir du fait que tous, on doit se battre pour que les élections puissent se tenir le plus rapidement possible. Là, on a l'idée deux choses. On ne peut pas penser, dans les circonstances où nous sommes, à une élection idéale. Deuxièmement, on doit penser à une élection qui soit la plus représentative pour notre communauté nationale, pour donner une légitimité à la personne qui va sortir des urnes. Et troisièmement, on doit veiller à l'expression de la sincérité du vote des Maliens. Ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà, moi, ce que je peux vous dire.
Je ne crois pas que vous trouverez un Malien pour être, je ne sais pas quoi, d'un Mali sans quelques régions que ce soit. Très bien. Et je vais juste demander à votre staff de patienter 5 petites minutes. J'ai 3 questions. C'est au champion Modibo de gérer les 5. Je vais raccourcir. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement au foyer Bara? Parce qu'il y a beaucoup d'écriture aussi sur un... Ce qui s'est passé au foyer Bara, oui. C'est la même histoire que les bras cassés de je ne sais pas quoi. Moi, je suis entré au foyer Bara, tranquillement. Ma délégation était là. On allait voir le comité des chefs. On restait avec eux à discuter sur le sens de notre démarche, sur leur bénédiction. Nous sommes descendus à un étage inférieur pour saluer l'imam, discuter avec lui, et puis après on est reparti. Moi, je suis tranquillement sorti de la rue Bara. Quand j'arrivais à ma voiture qui était garée dans la rue, j'ai entendu quelques éclats de voix. Derrière là, il y avait, je crois, des femmes qui avaient un problème avec on m'a dit après que c'était des refoulés de je ne sais plus quel pays. Oui, des réfugiés. Moi, je ne les ai pas vus. Après, ils m'ont remis ça pour vous, je pense. Bon, à peine, donc, vous le lirez après. À peine je les ai entendus, puis je suis parti. Donc, je ne sais pas à quoi j'ai échappé. Je n'ai échappé à rien du tout. Et nous avons continué sur le foyer Rocheville. Et le lendemain matin, à partir de 11h, nous avons fait 4 autres foyers. Et comme vous le savez, dans l'après-midi, vers 17h, nous étions à la salle de Saint-Ouen. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. Et donc l'avant-dernière question, donc la Russie par la voix de Vladimir Poutine vient de revoir sa relation d'adoption d'enfants avec les pays ayant adopté le mariage entre personnes de même sexe. Si en juillet vous êtes élu président du Mali, quelle sera votre position par rapport à l'adoption? Est-ce que vous allez changer ou vous allez laisser les choses en l'état? L'adoption, c'est-à-dire? L'adoption des enfants maliens par les pays ayant adopté le mariage entre personnes de même sexe. Écoutez, il y a une réglementation sur l'adoption des choses. Justement, est-ce que vous allez le changer ou pas? Non, attendez, on ne dit pas qu'on ne change pas. Dans mon entendement, le Mali n'a eu à discuter ou à avoir quelque rapport que ce soit avec des pays qui auraient admis ceci, cela, dans ce domaine particulier. Ça, c'est d'un. De deux, il y a d'abord les dispositifs concernant, comment ça s'appelle, l'adoption, qui a été fixé par le Code et qui est réglé par un certain nombre d'aspects. Et deuxièmement, dans la question de l'adoption, il y a des questions d'éthique, des questions de machin qui sont examinées par la justice et les éléments qui protègent. Donc, je ne vois pas le sens de votre question parce que le Mali est bien loin d'être... Très bien. Dernière question. C'était quoi la dernière question? C'est pas sur le foyer. Voilà. Lorsque les Maliens rentrent au Mali, ils sont traités de la même manière que quand ils rentrent dans les aéroports des pays étrangers. Est-ce que vous pensez créer un cadre dans lequel les Maliens, en rentrant chez eux, que ce soit en vacances ou définitivement, puissent être prioritaires à avoir leur propre rang comme ça se passe quand vous arrivez à Paris? Parce que moi, des gens m'ont dit cette question, ils m'ont demandé de vous la poser. Si vous prévoyez de faciliter... Écoutez, pourquoi pas? Moi, je vous rappelle que j'ai été momentanément vers les années 84 commissaire par intérim de l'aéroport et déjà j'avais pris quelques initiatives pour différencier les fils, etc., pour faciliter l'écoulement. Donc demain, si j'ai aussi en tant que ministre en charge des affaires étrangères de l'élection, on a créé les bureaux au niveau des aéroports pour traiter les questions des migrants qui arrivent. Donc cette orientation vous montre que si demain il est possible de différencier pour qu'il y ait une fluidité comme on le voit dans les autres aéroports, pourquoi pas? Au-delà de la fluidité, c'est le fait bien accueillis chez eux. Voilà, faire du favoritisme pour les Maliens, c'est ça le terme exact de la démarche. Mais non, faire du favoritisme pour les Maliens, c'est ce que je dis. Le favoritisme pour les Maliens, c'est pas pour les Maliens. Si vous faites du favoritisme vis-à-vis d'eux et qu'ils prennent plus de temps que les autres pour passer, c'est la fluidité qui est le plus important. Et que ça coule plus loin, il n'y ait pas de mesquinerie, il n'y ait pas de choses à l'encontre des Maliens, comme les autres d'ailleurs, parce que nous avons besoin des autres. Hein. Bien sûr. N'oubliez pas. Mais nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous, mais nous avons besoin des autres. Donc, par conséquent, tout en étant chez nous, n'oubliez pas aussi que beaucoup d'autres étrangers dans la sous-région ont les mêmes droits que nous en termes de libre circulation des personnes et des biens. Ne l'oublions pas. Et les Maliens sont fortement tournés vers l'intégration entre eux. Et nous allons beaucoup chez les autres. Apprenons-nous aussi à bien accueillir les autres. Comme ça, on se fera davantage respecter, on se fera davantage merci, parce que le respect que nous demandons pour nos concitoyens, les gens verront bien que c'est bien que nous protégeons nos concitoyens. Mais plus nous sommes sur une position de principe, ça donne plus de grandeur et plus de poids à notre démarche et à nos requêtes. Donc les Maliens, ils rentrent chez eux, ils doivent rentrer
et sentir qu'il y a une différence sur ce jeu, ils sont acquis, c'est fluide, ça passe, etc. Bien entendu. Très bien, je crois que je n'ai pas épuisé mes 5 minutes, donc le débat s'achève. Je vous remercie pour votre disponibilité. Ça n'a pas été facile pour moi et je profite de l'occasion pour m'excuser auprès du staff du phare parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Quand je suis arrivé pour solliciter l'interview, on m'a dit on va vous contacter. J'ai été impatient, je suis passé par des A, des Z, jusqu'à ce qu'aujourd'hui Gilles m'appelle. Donc je tiens à féliciter Gilles, à m'excuser dans un premier temps auprès de Gilles et lui dire que je respecte son professionnalisme. Rebelle Pacifique n'a pas l'habitude de cacher la vérité. La vérité, c'est qu'au phare, il y a des gens sérieux et Gilles en fait partie. Et donc, je vous remercie, M. Modibo Sidibé, d'avoir accepté cette interview avec Rebelle Pacifique. Nous sommes un petit média sur Internet. C'est gentil de faire le détour chez nous. On ne parle que du Mali. Le Mali, c'est la matière première. On vous souhaite bonne chance. Et si vous avez l'occasion de revenir, nous, on sera encore là et passez par nous. Comme vous avez dit que c'est sur le net, on n'a pas forcément besoin de revenir pour être avec vous. Et nous serons continuellement avec vous, Inch'Allah. D'accord. Dans tous les cas, Gilles sait où nous trouver, tout le monde sait où nous trouver. Donc, en tout cas, on vous remercie. Ça s'est passé dans un esprit très positif et c'est ce Mali-là qu'on veut. Donc, je espérais que les prochaines fois, ça va se passer comme ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi.